Le Fonds monétaire international accorde un prêt de plusieurs millions de dollars au Mali. Les détails en début de journal. Pour la prochaine campagne, le prix du kilogramme du coton graine est fixé à 300 francs CFA. La décision a été prise par le Conseil supérieur de l'agriculture tenu le mardi à Koulouba. Les responsables du sport malien ont accueilli nos champions U20 ce jeudi à 1h du matin à l'aéroport international Modibo Keïta, Sénou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le Fonds monétaire international a conclu mardi dernier un accord avec les autorités maliennes en vue d'apporter 120 millions de dollars de fonds d'urgence au pays. Assitoumani Koulibaly nous en dit davantage. Le Fonds monétaire international a annoncé mardi avoir conclu un accord de près de 120 millions de dollars, soit 72 milliards de francs CFA, afin de soutenir le Mali dans ses défis économiques immédiats. Cette aide intervient dans le cadre du guichet pour les chocs exogènes du FMI qui lui permet d'accorder des financements aux États dont les économies sont particulièrement touchées par les chocs mondiaux. L'institution en a donc profité pour publier l'article 4 pour le Mali, fragilisé par plusieurs crises qu'il connaît. Dans le communiqué, selon Wenji Shen, chef de mission du FMI, les principaux risques pour l'économie malienne incluent les coupures d'électricité, les défis en termes de sécurité, la stabilité financière, un besoin grandissant de financement public, la fuite des prix des matières premières au niveau mondial, le resserrement des conditions financières mondiales et le réchauffement climatique. Le FMI s'attend cependant cette année à un léger ralentissement de la croissance qui devrait atteindre 3,8%. Une baisse qui s'explique par les nombreuses coupures de courant dans le pays, mais aussi par la fin de la mission MINUSMA des Nations Unies, dont les autorités maliennes ont exigé le départ. Le FMI appelle notamment les autorités à élargir la base imposable, supprimer les exemptions fiscales existantes et renforcer les revenus issus des douanes afin de favoriser une meilleure stabilité des finances publiques. Plus de 30 ans après le recasement des populations pour la construction du barrage hydroélectrique de Manantali, une étude de l'Institut des sciences humaines s'est intéressée à toutes les dynamiques liées à la construction de ces barrages qui a apporté une lueur d'espoir à la localité. Paulia Pinguesson. Les quelques 10 000 habitants des 46 villages et hameaux de la zone du réservoir de Manantali furent déplacés pour être réinstallés dans 30 nouveaux villages, 27 en aval et 30 en amont. Une étude menée en 2016 par l'Institut des sciences humaines, 30 ans après le recasement de 1987 des populations, est mise à la disposition du grand public pour en savoir un peu plus sur à quoi a servi exactement ce barrage. Des grosses difficultés, d'abord parce que la question de la terre, de l'accès au foncier. Et à l'époque aussi, la terre, on l'a mesurée et alors on a affecté la terre en fonction des nombres d'actifs dans les familles. Et donc, s'ils doivent encore rester dans les frontières des mêmes terres allouées, non, ça ne peut pas aller. Il faut qu'ils demandent de nouvelles terres et souvent, c'est pas simple parce que là, ils vivent une situation de pression foncière et qui fait aujourd'hui que, alors, ça a créé une dynamique aussi de départ où beaucoup de jeunes, effectivement, quittent aussi, ils vont à l'étranger, ils vont vers les sites d'orpaillage parce qu'ils trouvent que la terre ne suffit pas, ce qu'ils produisent à partir de là ne leur suffit pas. Selon l'étude du département socio-anthropologique de l'Institut des sciences humaines, ce projet titanesque a apporté une nouvelle lueur d'espoir à ces populations. Effectivement, il y a eu beaucoup de changements apportés par le barrage. Les villages qui ont été recasés quelque part, alors c'était des villages beaucoup plus enclavés dans le temps, mais qui sont un peu plus désenclavés maintenant, et qui ont l'accès plus facilement au chef-lieu de cercle, qui ont accès facilement peut-être à Kita, à Bafouladé, parce qu'il y a des routes, et il y a beaucoup d'autres changements liés au projet de développement et liés au barrage, en matière d'accès à l'eau et tout. Parmi les aspects positifs, on relève... Ça change beaucoup de choses, parce qu'il y a eu de vagues migratoires importantes. Ça a permis de développer un peu la pêche, parce que quand il y a retenue d'eau, donc ça permet de développer la pêche, ça permet de faire, le périmètre marché permet aussi de faire de l'agriculture, dans certaines parties, de faire la contre-saison. C'est en réponse à la sécheresse des années 1970 que l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, organisme de bassin créé en 1972, lança un ambitieux programme d'investissement dans les infrastructures de maîtrise de l'eau du fleuve Sénégal. Ce programme visait un triple objectif: garantir une production d'énergie hydroélectrique de 800 MW
1. Permettre l'irrigation de 375 000 hectares et assurer la navigabilité du fleuve sur 800 km de Caille au Mali à l'embouchure à Saint-Louis au Sénégal. Ce mardi 30 avril, le Conseil supérieur de l'agriculture a eu lieu au Palais de Koulouba en présence des membres du gouvernement et des acteurs du secteur. À l'occasion, les kilogrammes du coton-graine a été fixé à 300 francs CFA pour la campagne prochaine. Diana Bassamaki. Lors du Conseil supérieur de l'agriculture, le kilogramme du coton-graine a été fixé à 300 francs CFA pour la campagne 2024 contre 295 francs CFA pour la précédente dans les pays, soit une hausse de 5 francs CFA. Si aux yeux de certains, cette décision est à saluer, d'autres producteurs de coton mettent l'accent sur les difficultés qu'encourt le secteur de la production cotonnière. Des difficultés devant lesquelles 300 francs CFA ne font pas le poids. Le prix du coton à 300 francs, c'est Sénégal a bon Cette rencontre annuelle du Conseil supérieur de l'agriculture a également permis de faire le bilan de la dernière campagne et de dresser des perspectives pour la prochaine saison agricole avec en prime l'amélioration des rendements et des revenus des producteurs. Toutefois, les acteurs du secteur demandent que les autorités investissent davantage. Bon, mais il faut que le gouvernement cadre Sénégal bi se ka dɛmɛ kɔriko la cogo min na pour que kɔri nafa bɛ se ka don Sénégal kun k'a kɛ prix ɲɛnama ye pour que Sénégal ka se k'a nafa sɔrɔ. Gouvernement ka don ba la kosɛbɛ k'a bolo don a kɔrɔ kosɛbɛ même an bɛ matériel agricole min kɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ tracteur n'a ɲɔgɔnnaw san dama tɛmɛna an kun bɛ subvention kun bɛ ta o fɛn ninnu na mais o bɛɛ nana jɔ fɔlɔ bon an kɔni tun b'a fɛ gouvernement ka an ka laɲini kɔnɔ gouvernement k'i tɛgɛ don o kɔnɔ. Ainsi, les prix des intrants subventionnés ont été fixés. De ce fait, le sac d'engrais minéraux de 50 kg s'achètera désormais à 14 000 francs CFA, 3 000 francs CFA pour les engrais organiques, 1 500 francs CFA pour 1 kg de semences de maïs hybride, entre autres. En vue de répondre aux défis actuels en matière de gouvernance, de paix et de sécurité dans la région de la CEDEAO, le Conseil des sages de la région a effectué une retraite stratégique à l'issue duquel plusieurs recommandations ont été formulées. Aminata Keita nous fait le point. Je cite, « Nous appelons à des approches plus coordonnées au sein de la CEDEAO, aussi bien dans des échanges avec ces structures, dans les États membres, que dans l'élaboration de réponses régionales, en particulier en ce qui concerne l'action préventive et la médiation. » Fin de citation. C'est ce qui ressort du communiqué final du Conseil des sages de la CEDEAO. Créé en 2005, le Conseil est un organe destiné à appuyer le Conseil de médiation et de sécurité au niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'instance dans sa mission de pacification des conflits armés. Elle est constituée de 30 éminentes personnalités, dont des responsables politiques, les chefs traditionnels et religieux, entre autres. Ainsi, du 29 au 30 avril, sous la présidence du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, elle a effectué une retraite stratégique à Abidjan sous la thématique « Bénéficier de l'existence du Conseil des sages pour répondre aux défis actuels en matière de gouvernance, de paix et de sécurité dans la région de la CEDEAO ». Le Conseil a affirmé avoir noté des ingérences géopolitiques croissantes dans la région et la vulnérabilité des États membres en tant que frontière de fortune pour la promotion des intérêts géostratégiques des puissances étrangères. Ainsi, le Conseil invite les dirigeants ouest-africains à la prise de mesures urgentes en vue d'éviter que la région ne devienne une arène de conflits géostratégiques dans la communauté. Outre ces préoccupations, le Conseil s'est exprimé sur la décision des pays de l'AES de sortir de la CEDEAO. À cet effet, le Conseil des sages invite les 3 États à reconsidérer leur position dans l'intérêt, selon eux, de l'unité de la communauté, de la cohésion, de l'intérêt de la population des 3 pays et de l'intégration régionale.
Le Conseil des sages s'appuie sur le mécanisme traditionnel africain de résolution des conflits par le dialogue, la médiation, le renforcement de la confiance et la diplomatie préventive, et les membres sont tenus d'être neutres et impartiaux. Toutefois, il faut noter que le Conseil des sages peine à se faire connaître et à imposer sa démarche et ses stratégies d'action dans la région ouest africaine. En conclusion, le Conseil des sages demande aux chefs d'État de la CEDEAO la tenue d'une réunion extraordinaire en vue d'élaborer une stratégie sur les mesures concrètes à prendre résultant de leurs recommandations. Après leur sacre en Turquie dans le cadre du tournoi international de l'amitié UEFA, les Aiglons U20 sont rentrés à Bamako ce jeudi aux environs de 1h du matin. À l'aéroport international président Modibo Keïta, ils ont été accueillis par des responsables du football malien. Smaïla Fane y était. 4 matchs, 4 victoires, les Aiglons U20 ont fait le plein succès en Turquie dans le cadre du tournoi international de l'amitié. Avec le Maroc, ils étaient les 2 invités du continent africain dans cette compétition organisée par l'UEFA. Nous avons porté haut le drapeau malien sur le sol de la Turquie. Nous avions 4 continents avec 8 équipes. Et nous sommes sortis premiers de notre poule pour battre notre adversaire par un score sans appel comme vous avez pu le suivre. Donc encore une fois de plus, je dis félicitations aux jeunes. Félicitations au ministère, félicitations à la fédération. C'est un travail qui a commencé il y a très longtemps. Nous sommes en train de le poursuivre et nous voulons vraiment que cela puisse aller de l'avant. Après ce parcours exceptionnel ayant conduit au sacre de ce tournoi international, les Aiglons sous la houlette de Soumaïla Koulibaly ont eu droit tout ce jeudi 2 avril à un accueil de reconnaissance et d'encouragement. Sur 4 continents, le Mali sort premier avec 8 équipes. Ça, c'est pas donné. On ne doit pas faire passer ça en 4 minutes. Pour moi, l'information doit passer en boucle. Tout le monde doit savoir ce que les jeunes ont fait et comment le Mali est positionné. Vous savez, aujourd'hui, le Mali est 7e sur 52 États, dernier classement FIFA. Nous avons été 8e lors de la Coupe d'Afrique des Nations sur les 24. Les mêmes équipes-là ont été 3e mondiale. Il nous reste la coupe, mais on va l'avoir. Mais il ne faut pas qu'on fasse une fixation comme si le football ne marche pas. Moi, ça ne me surprend pas parce que ce sont les mêmes jeunes avec lesquels on est parti en Indonésie. Et aujourd'hui, ils ont déjà passé une étape, l'étape des cadets pour être juniors. Et je sais que c'est des jeunes qui vont aller jusqu'en équipe nationale. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui nous anime ce soir en les accueillant à l'aéroport international Modibo Keïta. Selon les acteurs de cette sélection, ce succès est le fruit d'un travail collectif accompli dans la discipline et le respect. Ça fait plaisir de remporter un tournoi pour le pays. On est vraiment fiers de nous. Bon, là tout c'est le groupe et puis l'encadrement. Bon, vraiment, c'est pas facile. Comme on vient de commencer, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Et puis voilà, bon, on s'est rassemblés, on a donné le meilleur de eux. Et puis voilà, bon, moi je pense que voilà, c'est l'essentiel, c'est le groupe. Le prochain rendez-vous pour cette sélection nationale de football du Mali est le tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique U20 en 2025. Fortement impactée par les conséquences de la crise énergétique sans précédent dans le pays, l'économie tient encore en apparence. Mais jusqu'à quand? Crise énergétique, court-circuit économique, c'est la une du Journal du Mali cette semaine. Le numéro 473 de l'hebdomadaire vous parle également du riche potentiel de la commune de Sibi, ainsi que la réorganisation des rebelles. À lire et télécharger sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs. Merci de votre constante fidélité au programme de TM1. Bonsoir à tous.